Mes parents m'ont mis à la porte à 17 ans. Tu reviendras mendier dans un mois, sourit ma mère. Mon père m'a claqué la porte au nez. Je me suis mis en colère, je n'ai jamais regardé en arrière. Mais 9 ans plus tard, mon téléphone était plein d'appels manqués. Il me suppliait de venir les chercher. Je n'avais pas prévu de partager cette histoire en ligne, mais après avoir vu des articles similaires ici, j'ai pensé que peut-être qu'écrire tout cela pourrait être thérapeutique ou quelque chose du genre. Peut-être que quelqu'un d'autre qui vit cela avec sa famille pourrait en tirer quelque chose. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà. Je m'appelle Brady, j'ai 6 ans maintenant, mais cette histoire commence quand j'avais 17 ans, en première année de lycée. Je n'ai jamais été le fils parfait que mes parents voulaient. Mon père travaillait dans une usine de fabrication et ma mère était réceptionniste. Ils n'étaient pas riches, mais nous étions assez à l'aise dans notre petite ville. Ils avaient toute cette vie prévue pour moi, avoir de bonnes notes, aller à l'université d'État comme mon père, épouser une gentille fille de notre quartier, avoir 2,5 enfants et vivre leur version du rêve américain. Le seul problème, c'est que je détestais l'école. Pas parce que j'étais stupide, j'ai eu de bonnes notes quand j'ai essayé. Mais je souffre de TAA, qui n'a été diagnostiqué qu'après que tout cela se soit calmé. Rester assis pendant des heures à écouter les professeurs parler de sujets qui ne m'intéressaient pas était une véritable torture. Ce que j'aimais, c'était travailler de mes mains, construire des trucs, réparer des choses. Quand j'avais 15 ans, j'ai passé tout un été à aider notre voisin, Judas, à rénover son garage, et c'était la première fois que je me sentais vraiment bon dans quelque chose. Mes parents détestaient ça. Chaque fois que je parlais de me lancer dans la construction ou d'apprendre un métier, ma mère avait cet air pincé sur le visage, comme si je venais de lui dire que je voulais devenir plongeuse de benne à ordures professionnelle. Mon père me faisait des leçons sur le fait d'être à la hauteur de mon potentiel et sur le fait que les gens comme nous ne travaillent pas de leurs mains. Avec le recul, je pense qu'ils étaient simplement obsédés par les apparences. Ils voulaient se vanter auprès de leurs amis de leur fils, le diplômé universitaire, et non de leur fils, l'ouvrier. Les choses étaient tendues depuis des mois. Je travaillais à temps partiel dans un magasin local après l'école, économisant de l'argent parce que quelque chose dans mon instinct me disait que j'en aurais peut-être besoin. Mes notes baissaient parce que, honnêtement, je ne m'en souciais plus. Chaque dîner se transformait en une dispute sur les candidatures à l'université, mon avenir ou la raison pour laquelle je gâchais ma vie. Le point de rupture est survenu en avril, environ 6 semaines avant l'obtention du diplôme. J'avais été accepté dans l'État. Mes parents avaient essentiellement rempli le formulaire, mais j'avais également étudié ce programme professionnel dans le domaine de la construction. C'était moins cher, plus court et enseignait les compétences qui m'intéressaient. J'y étais entré et ils m'offraient une bourse partielle basée sur ce portefeuille de projets que j'avais mis en place. J'ai décidé d'en parler à mes parents pendant le dîner. Mauvaise idée. Dès que j'ai parlé d'école de métier, mon père a jeté sa fourchette si fort qu'elle a rebondi sur l'assiette. Ma mère a commencé à pleurer. En fait, je pleurais, comme si je lui avais dit qu'il me restait 6 mois à vivre ou quelque chose du genre. Ce qui a suivi a été le pire combat que nous ayons jamais eu. Mon père m'a traité d'ingrat, a dit que je crachais au visage de tous leurs sacrifices. Ma mère n'arrêtait pas de dire qu'elle était déçue et qu'elle ne comprenait pas où il s'était trompé avec moi. Quand j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais enthousiasmé par le programme, mon père m'a interrompu et a dit quelque chose que je n'oublierai jamais, aucun de mes fils ne va gâcher sa vie comme ça. Si vous êtes trop stupide pour voir l'opportunité que vous gâchez, alors peut-être que vous n'êtes pas le fils que nous pensions que vous étiez. Je l'ai perdu. Je leur ai dit que j'en avais marre de vivre ma vie pour réaliser leurs rêves, que j'étais presque un adulte et que je pouvais faire mes propres choix, qu'ils n'avaient jamais vraiment écouté ce que je voulais. Nous crions tous à ce moment-là. C'est devenu moche, vraiment moche. J'ai dit des choses dont je ne suis pas fier, ils ont dit pire. Finalement, mon père m'a dit que si je ne suivais pas leurs règles et leurs plans, je pourrais sortir de chez eux. Je pense qu'ils s'attendaient à ce que je recule. Je ne l'ai pas fait. Je suis monté à l'étage, j'ai attrapé le sac d'urgence que j'avais déjà préparé, je vous ai dit que j'avais un pressentiment, et j'ai mis autant de vêtements que possible. J'ai récupéré mon ordinateur portable, l'argent que j'avais économisé, environ $1200, et mes documents importants que j'avais déjà récupérés, acte de naissance, carte de sécurité sociale. Merci mon Dieu pour ma paranoïa. Quand je suis descendu avec mes sacs, mes parents avaient l'air choqués, comme s'ils n'arrivaient pas à croire que je partais. Ma mère a commencé par dire « Tu fais une énorme erreur, et, tu penses que tu sais tout à 17 ans. »
Mon père se tenait juste près de la porte, les bras croisés pendant que je sortais. Ma mère m'a appelé, tu seras de retour mendiant dans un mois. Tu n'as aucune idée à quel point le monde réel est dur. Elle avait ce sourire narquois sur le visage qui venait de briser quelque chose. Mon père ne m'a même pas regardé. Il vient de claquer la porte. Dès que je suis sorti, je suis resté sur notre pelouse pendant 1 minute, juste un peu engourdi. Il commençait à pleuvoir, ce qui semblait approprié. Je me souviens avoir pensé, eh bien, il se passe actuellement des choses dramatiques dignes d'un film. Ensuite, j'ai appelé mon ami Corey, dont les parents étaient en fait d'honnêtes humains. Ces premiers jours étaient flous. Les parents de Cory m'ont laissé m'asseoir sur leur canapé, mais je savais que cela ne pouvait pas être permanent. J'étais encore à l'école, j'essayais d'obtenir mon diplôme tout en me demandant où j'allais vivre, comment j'allais manger et, en gros, comment devenir un adulte. Du jour au lendemain, je ne pouvais me concentrer sur rien. Je n'arrêtais pas de vivre ces moments où je réalisais soudain, putain de merde, je suis sans abri. J'aurais des crises de panique dans les toilettes de l'école. Mais une chose m'a fait tenir, une pure colère obstinée. En aucun cas je n'allais donner raison à mes parents en rampant en arrière. La mère de Corey m'a aidé à demander une aide d'urgence, car j'étais techniquement un mineur non accompagné. Le conseiller d'orientation de l'école, l'un des rares adultes à m'avoir réellement écouté, m'a aidé à comprendre ce que je devais faire pour m'émanciper légalement. J'ai passé plus d'heures à mon travail et j'en ai pris un deuxième pour faire la vaisselle dans un restaurant local. Le plus difficile n'était même pas les aspects pratiques, c'était le truc émotionnel. Voir d'autres enfants dans leur famille normale, entendre des camarades de classe se plaindre de disputes stupides avec leurs parents qui, en fin de compte, les aimaient toujours. Réaliser que ce que mes parents avaient fait n'était pas normal. Que la plupart des parents ne chassent pas leur enfant parce qu'il veut aller dans une école de métier plutôt qu'à l'université. La façon dont ils avaient toujours fait en sorte que leur amour soit conditionnel n'était pas comme ça qu'il était censé être. Environ 3 semaines après mon départ, ma mère m'a envoyé un texto, non pas pour s'excuser ou me demander si j'allais bien, mais simplement, quand tu seras prêt à t'excuser et à accepter notre aide avec nos conditions, tu pourras rentrer à la maison. Je n'ai pas répondu. 1 semaine plus tard, mon père m'a appelé et a laissé un message vocal disant à peu près la même chose. Ils étaient tellement sûrs que j'échouerais qu'ils attendaient juste que je revienne en rampant pour pouvoir dire « Je vous l'avais bien dit ». J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires alors que je vivais sur le canapé de Cory. Mes parents sont venus à la cérémonie pour sauver les apparences, je suppose. Ils ont essayé de me parler par la suite, mais je suis parti. Je n'avais rien à leur dire. En juin, j'avais économisé suffisamment pour m'offrir un appartement minable avec 2 autres gars. C'était un dépotoir, mais c'était le premier endroit qui m'appartenait. Je me suis inscrit à ce programme de métier grâce à ma bourse et j'ai travaillé presque à temps plein pour le payer. C'était épuisant, mais chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais du sourire narquois de ma mère et de la porte claquée de mon père, et je trouvais l'énergie de continuer. Cette première année seule a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. J'étais seul, effrayé et constamment épuisé. Il y a eu des nuits où je pleurais pour m'endormir parce que le fait d'avoir une famille me manquait, même ma famille en désordre. Il y a eu des matins où je me suis réveillé et je n'ai pas trouvé l'énergie nécessaire pour sortir du lit, mais je l'ai fait à chaque fois. Et tu sais quoi? Je ne suis jamais retourné mendier. Pas après 1 mois. Jamais. Cela devient long, donc je publierai la 2e partie demain si les gens sont intéressés. C'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer pour moi, mais le chemin était encore long. Eddie, waouh, je ne m'attendais pas à ce que ça explose. Merci pour tous les commentaires de soutien. 2e partie à venir demain. Les commentaires sur mon dernier message honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que autant de gens s'identifient à cela. Quoi qu'il en soit, reprenant là où je m'étais arrêté, les premiers mois seuls ont été un cauchemar, je ne vais pas mentir. Après m'être écrasé chez Cory pendant ces premières semaines, j'ai réussi à trouver ce taudis absolu d'appartement avec 2 autres gars. L'un était ce mec Marcus, qui travaillait de nuit, donc je le voyais à peine, et l'autre était Tyler, qui, j'en suis presque sûr, trafiquait quelque chose, mais s'occupait de ses propres affaires et payait son loyer à temps, peu importe. L'endroit avait des cafards qui vous faisaient littéralement signe lorsque vous allumiez la lumière de la cuisine. La douche devenait au hasard glacée à mi-rinçage. Rien de tel que de crier pendant que le shampoing coule dans vos yeux. Et les murs auraient tout aussi bien pu être en papier. J'en savais beaucoup trop sur le drame relationnel de notre voisin, mais voici le problème, c'était le mien,
ou au moins un tiers du mien. Personne ne pouvait me mettre à la porte tant que je payais un loyer. Je faisais ces 2 boulots dans les poubelles, les soirées dans une quincaillerie et les dîners le week-end. Entre ça et essayer de terminer mes études de métier, je dormais peut-être 4 heures par nuit. Mon régime était essentiellement composé de ramen, d'œufs et de tout ce qui restait de crêpes ou de frites que je pouvais récupérer au restaurant. J'ai perdu environ 20 livres ces premiers mois. Il ressemblait probablement à un cadavre ambulant la plupart du temps. Le plus étrange, c'était de voir ces publications Instagram d'enfants de mon âge vivant leur meilleure vie aux fêtes universitaires, vacances en famille, toutes ces choses normales, pendant que j'essayais de savoir si je pouvais ne pas faire la lessive pendant une semaine supplémentaire parce que la laverie prenait des quartiers et que j'avais besoin de ces quartiers pour le bus. Mes parents ont essayé de me tendre la main à plusieurs reprises, toujours avec la même énergie, quand allais-je arrêter ces absurdités et rentrer à la maison. Sauf que leur aide a suivi leur plan. Ils ne m'ont jamais demandé une seule fois si j'allais bien, par exemple, votre fils adolescent vit dans un motel pour cafards, peut-être vérifier s'il a à manger? Non. Quand allais-je admettre que j'avais tort et reculer? Je me souviens que mon père s'est présenté une fois à la quincaillerie, environ 3 mois après mon départ. J'étais en train de réapprovisionner les ampoules quand mon collègue m'a dit, un mec en kaki te demande d'emblée. J'ai jeté un coup d'œil et je l'ai vu debout là, l'air si déplacé parmi les pots de peinture et le bois. Je me suis caché dans la réserve jusqu'à ce qu'il parte, je l'ai regardé par la fenêtre, debout sur le parking pendant 15 minutes avant de finalement monter dans sa voiture. Il n'est jamais revenu. Les choses ont commencé à changer environ 4 mois plus tard. Il y avait ce client régulier de la quincaillerie, Santiago, qui achetait toujours des trucs pour différents projets. Un jour, il a eu besoin d'aide pour trouver des pièces et scènes spécifiques, et j'ai fini par non seulement les trouver, mais aussi lui expliquer exactement comment les installer. Je lui ai même dessiné un petit schéma. Il s'est avéré que le gars effectuait des rénovations et des réparations, principalement des cuisines et des salles de bain. Il a dit que je connaissais clairement mon métier et m'a demandé si j'avais déjà pensé à l'aider dans certains travaux. L'argent était meilleur que celui d'une quincaillerie, et c'était en fait lié à ce que j'apprenais dans une école de métier. C'était comme la première vraie pause que j'avais eue depuis que j'avais quitté la maison. Santiago n'avait rien à voir avec mon père. Il ne méprisait pas les gens qui travaillaient de leurs mains. Il en était fier. Je m'arrêterais littéralement au milieu de l'installation d'un robinet pour me montrer la bonne façon de régler le joint ou pourquoi une technique était meilleure qu'une autre. Pour la première fois, j'avais l'impression que quelqu'un voyait réellement en moi du potentiel, pas seulement ce qu'il voulait que je sois. Vers 6 mois, mes parents ont changé de tactique. Ma mère a commencé à envoyer des SMS pour dire que je lui manquais. Mon père a envoyé ce message disant qu'ils étaient prêts à faire des compromis sur mes études si je rentrais chez moi. TBH, ça m'a encore mis en colère. Par exemple, s'attendait-il sérieusement à ce que je renonce à mon indépendance simplement parce qu'il me permettait désormais de faire certains de mes propres choix? Passe difficile. J'ai terminé ma première année d'école de métier avec des notes correctes. Il s'est avéré que je n'étais pas trop stupide après tout. J'avais juste besoin d'apprendre quelque chose dont je m'en foutais. Santiago a commencé à me donner plus de responsabilités et un meilleur salaire. J'ai quitté le motel pour s'installer dans un appartement légèrement meilleur avec un seul colocataire, cet étudiant en soins infirmiers nommé Eden, qui était presque aussi fauché que moi mais qui comprenait au moins les règles d'hygiène de base. À 19 ans, j'avais obtenu ma première certification et je gagnais pas mal d'argent, pas d'argent de poche sur Instagram, mais suffisamment pour faire mes courses, payer mes factures à temps, et même commencer à mettre un peu de côté. Santiago me recommanderait pour des petits boulots le week-end, petites réparations, installations, ce genre de choses. Bâtir une réputation, constituer une liste de clients. Ce qui est étrange dans le fait de travailler au domicile des gens, c'est que l'on voit beaucoup de choses sur le fonctionnement réel des familles. J'installerai un luminaire, j'entendrai les parents encourager leurs enfants, les féliciter pour leur BO-test, les serrer dans mes bras juste parce que. Je voyais sur les murs des photos de vacances en famille, de cérémonies de remise des diplômes, de moments idiots des familles normales qui se disputaient parfois mais qui s'aimaient toujours sans condition. C'était révélateur. M'a fait réaliser à quel point ma propre dynamique familiale avait été perturbée. Quand j'avais presque 20 ans, ma mère est arrivée à mon appartement à l'improviste. Je ne sais pas comment elle a trouvé mon adresse, probablement grâce à un ami commun sur Facebook. Je ne l'ai presque pas reconnue, debout devant ma porte. D'une certaine manière, elle avait l'air plus âgée. Je l'ai laissée entrer car que pouvais-je faire d'autre? C'était un AF gênant.
Elle a regardé autour de moi avec cette expression pas vraiment dégoûtée, mais définitivement comme si elle cataloguait mentalement toutes les raisons pour lesquelles ma vie était inférieure à ce qu'elle avait prévu. Elle m'a posé ces questions superficielles sur ce que je faisais, comment je vivais, puis est arrivée à la véritable raison de sa visite. Mon père n'avait pas obtenu de promotion et ils avaient un peu de mal financièrement. Ils voulaient savoir si je pouvais les aider. L'audace m'a fait rire. 2 ans plus tôt, il m'avait mis à la porte, m'avait dit que j'échouerais tout seul, et maintenant il voulait que je les aide? Je lui ai dit que j'étais encore en train de m'établir et que je ne pouvais rien épargner. Elle est partie, l'air ennuyé, comme si j'avais échoué à un examen. Je n'ai même pas dit qu'elle était fière de moi pour avoir réussi tout seul. Après cette visite, j'ai traversé une période émotionnelle étrange. J'ai commencé à tout remettre en question. Ai-je eu tort de les tenir à distance? Étais-je trop dur? Mais ensuite, je me souvenais de la façon dont ils me traitaient, du fait qu'ils ne s'excusaient jamais, et je me mettais à nouveau en colère. Mon colocataire Eden a remarqué que j'étais déprimé et m'a présenté à son amie Lucie, qui étudiait la psychologie. Elle est devenue l'une de mes amies les plus proches et m'a en quelque sorte aidé à comprendre que ce que j'avais vécu était une forme de violence psychologique. Que la façon dont mes parents avaient toujours conditionné leur amour à ce que je suive exactement leur plan n'était ni normale ni saine. Lui parler m'a aidé à surmonter une partie de ma colère et à commencer à guérir. À 21 ans, j'allais assez bien pour emménager dans mon propre logement en juste un petit 2 pièces, rien d'extraordinaire, mais tout à moi. Pas de colocataire, pas de parents, juste moi. Le jour de mon emménagement, je me suis assis sur mon canapé Ikea d'occasion et j'ai littéralement pleuré. Je n'aurais jamais pensé que j'irais aussi loin quand j'étais debout sur cette pelouse avec mes sacs à 17 ans. À cette époque, Santiago m'a proposé un travail plus stable avec de véritables avantages sociaux, une assurance maladie pour la première fois depuis que j'ai quitté la maison. Il avait de plus en plus d'affaires et avait besoin d'une aide fiable. C'était un énorme vote de confiance et, honnêtement, cela signifiait plus pour moi que n'importe quelle approbation de mes parents. Pendant ce temps, mes parents essayaient de se reconnecter, mais toujours selon leurs conditions. Ils m'invitaient à des dîners de vacances mais faisaient des commentaires pointus sur mes choix. Ils m'offraient de l'aide, que je n'ai jamais acceptée, mais sous certaines conditions. Chaque interaction me laissait épuisé et en colère. Finalement, j'ai commencé à limiter les contacts à des SMS occasionnels et peut-être à une visite par an. Ce qu'ils n'ont jamais semblé comprendre, c'est que je construisais en réalité une vie décente. Cela ne ressemblait en rien à ce qu'ils avaient prévu pour moi, mais c'était bien. J'avais un travail que j'aimais et qui payait les factures. J'avais des amis qui m'acceptaient tel que j'étais. Je construisais quelque chose de réel, quelque chose qui m'appartenait. À 23 ans, j'avais obtenu des certifications supplémentaires et j'étais la personne de référence de Santiago pour certains types de projets. Nous avons bien travaillé ensemble et il a commencé à parler d'opportunités plus importantes à l'avenir. C'est aussi à ce moment-là que j'ai rencontré Lydia. Elle avait besoin de réparation dans son appartement et Santiago m'a envoyé. Intelligent, drôle, je n'ai pris aucun de mes BS. Nous avons commencé à sortir ensemble et pour la première fois, j'ai fait connaître à quelqu'un vraiment tous les bagages, toute l'histoire de ma famille. Au lieu de courir vers les collines, elle a réussi. Ses propres parents n'étaient cependant pas parfaits au loin d'être aussi contrôlants que les miens, bien sûr. Quand mes parents ont appris que je sortais sérieusement avec quelqu'un, ils se sont soudainement à nouveau intéressés à ma vie. J'ai commencé à me suivre sur Instagram après des années passées à ignorer mon existence. Je voulais la rencontrer, je voulais jouer aux familles heureuses. Je les ai tenus à bout de bras. Lydia méritait mieux que de se laisser entraîner dans leur jeu d'esprit. 4 ans après avoir été expulsé, j'étais dans une situation stable. J'avais mon propre logement, j'étais dans une relation saine et j'avais construit une vie entièrement selon mes propres conditions. La prédiction de mes parents selon laquelle je reviendrais en rampant avec un « je suis désolé » n'aurait pas pu être plus fausse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car juste au moment où je pensais enfin sortir de leur ombre, les choses étaient sur le point de se compliquer d'une manière que je n'avais jamais imaginé venir. Je publierai la 3e partie demain. Les choses commencent à changer pour moi et mes parents de manière inattendue. Mise à jour 2, salut tout le monde, merci d'être resté avec mon histoire. Le soutien signifie plus que vous ne le pensez. Donc, en reprenant là où je m'étais arrêté, à l'âge de 24 ans, la vie s'était installée à un rythme qui me semblait presque normal. J'avais sauté d'un emploi à l'autre, acquérant progressivement de l'expérience et mettant de l'argent de côté chaque fois que je le pouvais. Rien de glamour, surtout du travail fastidieux,
mais cela a payé les factures et m'a permis d'avancer. Mon appartement était ce petit studio avec une kitchenette qui pouvait à peine contenir un mini-réfrigérateur et un micro-ondes, mais c'était le mien. Pas de colocataire, pas de parents, juste moi et mes meubles d'occasion. Alors je parcourais Facebook un soir. Ouais, je sais, l'application Boomer. MDR. Lorsque cette notification est apparue, ma cousine Madison m'avait tagué sur une photo d'une réunion de famille à laquelle je n'étais évidemment pas présente. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi jusqu'à ce que je remarque mes parents en arrière-plan. Maman arborait ce faux sourire que je connaissais trop bien, et papa était au milieu d'une phrase, racontant probablement l'une de ces 5 mêmes histoires. Mais ce qui est bizarre? Sur la table à côté d'eux se trouvait cette photo encadrée de moi datant de mon diplôme d'études secondaires. Comme quoi? Ces gens m'ont mis à la porte, m'ont à peine tendu la main, sauf quand ils voulaient quelque chose, et maintenant ils affichent ma photo comme si nous étions une famille heureuse. J'ai appelé Madison tout de suite et elle m'a dit, « Oh ouais, il parle de toi tout le temps. » Avant notre rencontre, les pièces se mettaient en place. Ce n'était pas seulement une liaison, c'était un long jeu. Tout en creusant tout cela, j'ai également créé une feuille de calcul détaillée documentant chaque centime que j'avais dépensé pour soutenir Alexandra tout au long de ses études, frais de scolarité, livres, loyer, l'ordinateur portable que je lui ai acheté pour l'obtention de son diplôme, le cours de préparation à l'examen du barreau, les costumes d'entretien, les innombrables Uber qui rentraient chez eux après des séances d'études de fin de soirée parce que je ne voulais pas qu'elles prennent. Les transports en commun la nuit tombée. Le total général, 43 600 $, sans compter les intérêts que j'aurais pu gagner si j'avais plutôt investi cet argent dans mon entreprise. Cette nuit-là, Alexandra a commencé à avoir des relations sexuelles pour la première fois depuis des mois. J'ai presque ri du timing. Est-ce que cela faisait aussi partie de son plan? Me garder distrait et satisfait pendant qu'elle organisait mon exécution financière? J'ai accepté, jouant comme prévu, ne ressentant rien d'autre que du détachement alors qu'elle jouait la passion. Ensuite, pendant qu'elle dormait, je me suis assis dans le noir, regardant le ventilateur de plafond, comptant les rotations au lieu des moutons. Une pensée revenait sans cesse, depuis combien de temps notre mariage était-il un mensonge? Cela a-t-il toujours été transactionnel pour elle? Étais-je juste un tremplin? Jeudi matin, j'ai pris un café avec Magnolia. Je suis arrivé tôt et j'ai vérifié Reddit sur mon téléphone pendant que j'attendais. Le soutien de vos inconnus sur Internet affluait toujours. Certains ont suggéré des mesures extrêmes que je n'aurais jamais envisagées, d'autres ont partagé des histoires similaires qui ont fait paraître la mienne apprivoisée en comparaison. La solidarité a aidé, d'une manière ou d'une autre. Magnolia est arrivée, l'air nerveuse. Elle a toujours été l'étrange dans cette famille, la plus authentique, moins soucieuse des apparences. Elle a commandé une boisson au café compliqué et a mangé un muffin tout en bavardant. Finalement, elle inspira profondément. Ce qu'elle m'a dit ensuite a tout confirmé. Elle connaissait Alexandra et Dominique depuis des mois. Elle les avait surpris ensemble à la maison au bord du lac de leurs parents pendant ce week-end en famille que j'avais manqué à cause d'un dégât des eaux sur un chantier. Elle a confronté Alexandra, qui a juré que c'était une erreur ponctuelle, mais ce n'était pas le cas. Alexandra s'était confiée à Magnolia, récemment ivre après un dîner de famille que j'avais également manqué, et lui avait expliqué tout le plan, rester avec moi jusqu'à devenir partenaire, puis passer à Dominique avec la moitié de mes atouts comme parachute doré. Magnolia me disait ça parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle m'avait toujours aimé, pensait que j'étais bon pour sa sœur et ne comprenait pas pourquoi sa famille ne m'avait jamais donné une chance équitable. Je l'ai remerciée pour son honnêteté, en prenant soin de ne pas révéler que je savais déjà l'essentiel de tout cela, et je lui ai demandé de garder notre conversation entre nous. Elle accepta, semblant soulagée de se décharger de son fardeau. En partant, elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré qu'elle était désolée. C'était la première véritable connexion humaine que je ressentais depuis des jours. J'ai mis en branle la phase suivante. J'ai créé une fausse urgence commerciale et j'ai appelé Alexandra, lui disant que j'avais besoin de tout le monde sur le pont pour une réunion de crise le lendemain soir. Un gros client menaçant de se retirer, un désastre financier potentiel, avait besoin de son soutien et des conseils de sa famille. Elle a hésité, a dit qu'elle avait des projets. J'ai poussé plus fort, j'ai laissé ma voix se briser un peu, j'ai dit que j'avais peur de perdre tout ce que nous avions construit, j'ai joué sur sa culpabilité. Elle a cédé, a accepté d'organiser un dîner de famille d'urgence vendredi soir et a déclaré qu'elle appellerait ses parents et Thomas. Parfait. Vendredi matin, j'ai mis la touche finale à mes préparatifs.
Aménager la salle à manger avec des imprimés cachés dans un dossier près de mon siège. J'ai chargé toutes les preuves sur une tablette, capture d'écran, enregistrement, dossier financier, tout. Elle a acheté son dessert préféré dans cette boulangerie de l'autre côté de la ville qu'elle aime tant. Au travail, je m'assurais que tout était en ordre. J'ai eu une conversation franche avec mon partenaire commercial, qui était naturellement choqué mais totalement solidaire. Nous étions amis depuis le lycée, il savait ce que m'avait coûté la scolarité d'Alexandra à plus d'un titre. Quand je suis rentré à la maison, Alexandra était déjà là, mettant la table avec nos bonnes assiettes. Encore une fois, la symétrie ne m'a pas échappé, un autre dîner de famille, la même scène, une pièce entièrement différente sur le point de se dérouler. Elle semblait nerveuse, vérifiant constamment son téléphone. Quand j'ai demandé si tout le monde était confirmé pour le dîner, elle a hoché la tête distraitement, a dit que ses parents apportaient du vin, que Thomas et sa femme seraient là aussi. J'ai également suggéré d'inviter Magnolia. Alexandra eut l'air surprise mais accepta, envoyant un texto à sa sœur pendant que je regardais. La bande serait là. Parfait. Alors que je montais pour me doucher et me changer, Alexandra m'a appelé, me demandant quel était spécifiquement le problème du client afin qu'elle puisse préparer ses pensées. Je lui ai dit que je lui expliquerais tout pendant le dîner, je voulais le parcourir une seule fois en présence de toutes les personnes présentes. Sous le jet de la douche, j'ai répété ce que j'allais dire, comment je présenterais les preuves, l'ordre des révélations pour un impact maximum. Cela semblait surréaliste, comme planifier une présentation pour la réunion client la plus importante de tous les temps. Je me suis habillé avec les vêtements qu'Alexandra avait toujours dit qui me donnaient l'air le plus professionnel, un jean foncé, une chemise bleue boutonnée, des chaussures en cuir au lieu de bottes de travail. Le costume pour ma dernière performance en tant que mari adoré. En bas, je pouvais l'entendre au téléphone à voix basse. Grâce à l'enregistreur du salon, je pourrais revoir cette conversation plus tard si nécessaire, mais je savais déjà à qui elle parlait, je savais déjà ce qu'elle disait. Laissez-lui ce dernier moment où elle pense qu'elle a le contrôle. Laissez-la rassurer Dominique sur le fait que tout se passe comme prévu. Laissez-lui croire pendant ces dernières heures qu'elle est la personne la plus intelligente de la pièce. On sonna à la porte. Alexandra sursauta rapidement, mettant fin à son appel. Ses parents sont arrivés les premiers, son père apportant une bouteille de vin coûteuse comme promis. Il m'a serré la main avec la même poigne condescendante, m'interrogeant déjà sur cette urgence commerciale avec une satisfaction à peine dissimulée dans la voix. Thomas et sa femme sont arrivés ensuite, suivis de peu par Magnolia, qui ne pouvait pas vraiment croiser mon regard. La bande était là. Tous les joueurs en position. Alors que nous nous dirigions vers la salle à manger, Alexandra a posé sa main sur mon bras, me demandant si j'allais bien. L'inquiétude dans sa voix était si sincère que pendant une fraction de seconde, j'ai presque douté de tout, je me suis presque demandé si j'avais construit une théorie du complot élaborée à partir de coïncidences et de malentendus. Puis son téléphone sonna dans sa poche. J'ai vu le nom de Dominique clignoter sur l'écran avant qu'elle ne le fasse rapidement taire. Tout dernier doute s'est évaporé. Je pris place en bout de table, le dossier de preuves à côté de mon assiette. Alexandra était assise à ma droite, son père à ma gauche. La symétrie était parfaite, tout comme le dîner où j'ai découvert sa trahison. Mais maintenant, c'était moi qui avais des secrets. Alors que la mère d'Alexandra m'a posé des questions sur l'option 20, j'ai surpris Magnolia en train de me regarder avec une expression étrange, à la fois curieuse et effrayée. Elle savait que quelque chose allait arriver. Mais pas quoi. Je me suis levé, un verre de vin à la main, et tout le monde s'est tu, s'attendant à ce que je leur explique l'urgence commerciale. Je leur ai souri à tour de rôle, réservant Alexandra pour la fin. Avant d'en arriver à la raison pour laquelle j'ai convoqué cette réunion, dis-je en levant mon verre, j'aimerais porter un toast à la famille, à la loyauté et enfin à voir les choses clairement. La confusion sur leur visage n'était qu'un début. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait suivre. Et Alexandra non plus. Cela fait 1 heure que je regarde mon téléphone, regardant le compteur de messages grimper, 47 SMS d'Alexandra en un peu moins de 3 jours. Chacun plus désespéré que le précédent. Écoute, j'ai promis de te raconter ce qui s'est passé lors de ce dîner, et c'était fou. Je viens de lever mon verre pour porter un toast à la famille, à la loyauté et enfin à voir les choses clairement. La confusion sur les visages de chacun était inestimable. Je me suis assis calmement et j'ai bu une gorgée du vin cher d'Elia. Alors, à propos de cette urgence commerciale dont j'ai parlé. Alexandra me serra la main pour l'encourager. La performance absolue de celui-ci.
J'étais presque obligé d'admirer son engagement. Eh bien, continuai-je en sortant ma tablette, j'ai découvert de sérieux problèmes qui menacent tout ce que j'ai construit. Des problèmes qui se développent juste sous mon nez. Elia se pencha en avant avec une suffisance à peine contenue. Des problèmes financiers? Des problèmes de trésorerie? J'ai souri. En fait, ai-je dit en connectant ma tablette à notre téléviseur, le problème ne vient pas de mon entreprise. C'est de mon mariage. La pièce devint silencieuse. La main d'Alexandra se figea sur la mienne. James, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu fais? Voici le problème, lorsque vous démolissez une structure, vous ne commencez pas par le toit. Vous sapez d'abord les fondations. J'ai donc diffusé l'enregistrement d'Alexandra et Thomas du dîner précédent, leur voix remplissant la salle. Thomas disant qu'elle devait divorcer avant d'avoir des enfants et de rester coincée pour toujours, Alexandra répondant qu'elle y travaillait déjà, et son avocat a dit qu'il pourrait aussi prendre la moitié de mon entreprise. J'ai observé chaque visage autour de la table. Thomas pâlit. La mère d'Alexandra s'est couverte la bouche. La mâchoire d'Elia se serra. Magnolia ferma les yeux, comme si elle observait un accident de voiture dont elle savait qu'elle allait arriver. Et Alexandra restait assise là, paralysée, tandis que son plan soigneusement élaboré implosait. Ensuite, j'ai montré des captures d'écran de ces textes avec Dominique, soigneusement édités mais toujours accablants. 6 mois, dis-je doucement. 6 mois que tu le vois pendant que je travaille. Quand je suis entré, Lydia était sur le canapé avec son ordinateur portable, et elle avait cet air sur son visage en partie inquiète, en partie, tu ne vas pas croire ça. Il s'est avéré que ma mère avait publié sur Facebook une longue et dramatique histoire sur la façon dont ils perdaient leur maison et sur la façon dont certaines personnes au bon sens se demandent qui avait oublié que la famille passait en premier. Elle ne m'a pas nommé directement, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Plusieurs proches ont commenté des choses comme « Je suis sûr que Brady l'aidera quand il verra ça » et « La famille et tout, il s'en sortira ». Je restais là à lire ces commentaires sur l'écran de Lydia, sentant ma tension artérielle augmenter à chacun d'eux. Ils essayaient de me faire honte publiquement pour les renflouer après tout ce qu'ils m'avaient fait subir. Ils pensaient toujours qu'ils avaient le droit de me manipuler ainsi. J'ai alors décidé que ça suffisait. J'en avais fini avec les limites vagues, l'aide occasionnelle, les visites de vacances tendues. Il était temps soit de réparer réellement cette relation, soit d'y mettre fin complètement. J'ai envoyé un texto à mes parents, leur disant que je les retrouverais demain chez eux au juste mois, eux et 9 ans de non résolus. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi, je pensais à ce que j'allais dire, à ce qu'ils pourraient répondre. Lydia m'a tenu dans ses bras et m'a rappelé que quoi qu'il arrive, nous avions construit une belle vie ensemble, que peu importe ce qui arrivait à mes parents, j'avais désormais une famille, elle, nos amis, les gens qui étaient réellement là. Je suis allé chez eux en voiture le lendemain matin, me sentant plus calme que prévu. Leur quartier n'avait pas beaucoup changé depuis que j'étais enfant, mais leur maison paraissait plus petite et plus délabrée. La peinture s'écaillait, la pelouse avait besoin d'être tondue, les parterres de fleurs qui obsédaient ma mère étaient pleins de mauvaises herbes. C'était comme voir la manifestation physique de leur déclin. Mon père a ouvert la porte. Il avait tellement vieilli ces dernières années au plus mince, plus gris, les épaules constamment courbées comme s'il portait quelque chose de lourd. Il n'a rien dit, il a simplement hoché la tête et s'est écarté pour me laisser entrer. L'intérieur était pire, encombré, poussiéreux, avec cette légère odeur que dégagent les maisons lorsque l'entretien de base commence à se détériorer. Ma mère était assise à la table de la cuisine, les yeux rouges à force de pleurer. Quand elle m'a vu, elle a commencé par toute la routine Dieu merci, tu es là, nous savions que tu m'aiderais, sans même attendre d'entendre ce que j'avais à dire. Je lui ai coupé la parole et leur ai dit à tous les deux de s'asseoir. Pour une fois, j'allais parler et ils allaient m'écouter. J'ai tout expliqué, comment ils m'avaient mis à la porte parce qu'ils voulaient un avenir différent de celui qu'ils avaient prévu, comment ils avaient prédit que je reviendrais en rampant dans un mois, comment pendant des années ils ne m'avaient contacté que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose, comment ils ne s'étaient jamais véritablement excusés ni reconnus à quel point ils s'étaient trompés. Mon père a essayé de l'interrompre avec les excuses habituelles, il faisait ce qu'il pensait être le mieux, j'ai manqué de respect, il m'avait tout donné en grandissant. J'ai juste levé la main et j'ai continué. Je leur ai parlé de ces premiers mois après qu'il m'ait mis à la porte dormir sur des canapés, travailler plusieurs fois, pleurer jusqu'à m'endormir d'épuisement et de solitude, comment j'avais dû comprendre les choses de base pour adultes par moi-même parce qu'ils avaient décidé que leur amour conditionnel était plus important que leur véritable enfant. Ma mère a recommencé à pleurer, disant qu'ils avaient fait des erreurs,
mais que c'était quand même mes parents et ma famille devaient rester ensemble. C'est à ce moment-là que je l'ai vraiment perdu. J'ai demandé, où était cette attitude de cohésion familiale quand j'avais 17 ans et que j'étais sans abri. J'ai souligné qu'ils semblaient se souvenir que nous étions une famille seulement lorsqu'ils avaient besoin de mon aide, pas lorsque j'avais besoin de la leur. La conversation a tourné en rond pendant un moment. Ils s'excuseraient vaguement, puis les suivraient immédiatement de justifications ou se retourneraient contre moi un manuel de jeu narcissique classique. Finalement, j'en ai eu marre et j'ai exposé mes conditions. Premièrement, je les aiderais à éviter la saisie cette fois-ci, mais après cela, ils devaient réduire leurs effectifs à quelque chose qu'ils pouvaient réellement se permettre. Deuxièmement, ils ont dû supprimer cette publication manipulatrice sur Facebook et dire à tout le monde qu'ils résolvaient leurs problèmes financiers en privé. Troisièmement, s'ils voulaient une relation avec moi à l'avenir, nous commencerions tous une thérapie ensemble, pas nécessairement pour la réconciliation, mais pour établir une communication honnête et des limites appropriées. Quatrièmement, ils devaient comprendre que ma vie, ma relation, mes choix étaient les miens. Tout soutien futur ou émotionnel, financier, etc. dépendrait de leur respect. Je m'attendais à des disputes, à des culpabilisations, aux tactiques habituelles. Au lieu de cela, mon père avait simplement l'air vaincu, comme s'il avait finalement réalisé qu'il n'avait plus de cartes à jouer. Ma mère était plus difficile à lire, elle n'arrêtait pas de regarder entre moi et mon père comme si elle attendait qu'il répare ça d'une manière ou d'une autre. Finalement, ils ont accepté mes conditions, pas avec enthousiasme, mais ils ont accepté. Je leur ai fait un chèque pour les arriérés de prêts hypothécaires sur le champ, non pas parce que je les devais, mais parce que je voulais clore ce chapitre et avancer selon mes conditions. Alors que je partais, mon père m'a suivi jusqu'au porche. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait tenter un autre voyage de culpabilité. Au lieu de cela, il a dit quelque chose qui m'a vraiment pris au dépourvu, vous vous en êtes bien sorti. Mieux que bien. Pas comme je l'imaginais, mais vous avez bien fait. Ce n'était pas des excuses complètes. Ce n'était même pas près de tout rattraper. Mais c'était peut-être la première chose sincère qu'il me disait depuis des années. Je n'ai pas répondu tout de suite, je suis resté là, sur le porche, là où il m'avait claqué la porte au nez 9 ans auparavant. Finalement, j'ai juste dit, je sais, et j'ai marché jusqu'à ma voiture. Depuis un mois, c'est compliqué. Jusqu'à présent, ils ont tenu leur part du marché. La thérapie est délicate et difficile mais nécessaire. Ils recherchent des condos et des maisons plus petites. Le drame sur Facebook a été nettoyé. Des petits pas. Je ne sais pas si nous aurons un jour le genre de relation que d'autres personnes entretiennent avec leurs parents. Trop d'eau sous ce pont. Mais au moins, nous construisons désormais quelque chose basé sur la réalité, et non sur la manipulation et le déni. Ce que je sais, c'est ceci, ce gamin effrayé de 17 ans debout sous la pluie et qui n'a nulle part où aller. Il s'en est bien sorti. Construit une vie selon ses propres conditions. J'ai trouvé des gens qui l'aiment inconditionnellement. Et finalement, il a cessé de se laisser définir par le rejet de ses parents. Cette nuit-là, allongé au lit avec Lydia, j'ai finalement supprimé tous ces appels manqués de mon téléphone. Il vivait dans mon centre de notification depuis des semaines, ce rappel numérique du désespoir de mes parents. En les regardant disparaître, j'ai ressenti quelque chose auquel je ne m'attendais pas de satisfaction ou de justification, mais un paisible sentiment de clôture. Il y a 9 ans, ils pensaient que je ne pourrais pas survivre sans eux. Il s'avère que ce sont eux qui ne pourraient pas survivre sans moi. Et en fin de compte, cette prise de conscience valait plus que n'importe quelle, je vous l'avais bien dit.